Bienvenue dans le premier épisode de Noir d'encre, le podcast Boucalichous qui relie musique extrême et littérature. Pourquoi ce format, vous demandez-vous peut-être? Parce que la littérature inspire beaucoup ses univers et ses compositions, quels que soient les genres et sous-genres, tout simplement. Amatrice de métal depuis mon adolescence et grande lectrice depuis ma plus tendre enfance, je me devais de finir par faire dialoguer les deux mondes, et aujourd'hui, c'est chose faite. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Ali Vock du groupe français Belloré, à l'origine d'une musique à la fois sombre et lumineuse, épique et poétique. C'est normal, c'est du black metal épique atmosphérique, pour être très précise, mais vous en apprendrez plus en écoutant le podcast. Si je vous raconte toute l'histoire derrière le groupe en introduction, ce serait quand même dommage. Vous allez rentrer dans un monde à part, entièrement conçu par le créateur du groupe et riche en influences multiples. Je tiens à remercier particulièrement Ali Vock pour ses samples de clavier, tous issus de l'album Artefact, qui habille l'épisode du générique aux transitions. Dans la description, vous trouverez les liens vers le Bandcamp de Belloré, produit par le label Northern Silence, dont je vous mets également le lien, et sachez que Belloré va bientôt sortir un clip et son troisième album. Bonne écoute! Bonjour Belloré, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton groupe, ton style, et déjà, d'où vient ce nom? Bonjour, et déjà merci pour l'invitation. Alors du coup, d'où vient ce nom déjà? Belloré, c'est un projet musical de black metal atmosphérique et épique. Du coup, c'est un nom un peu à rallonge dans lesquels on peut condenser un peu certains codes de la musique black metal, donc qui est une musique de metal extrême, et le côté vraiment épique, instrumental et assez beau qui contraste avec la musique brutale du black metal, le côté atmosphérique et épique qui se rajoute au terme black metal. Et du coup, le nom Belloré vient d'un univers vidéoludique, du coup du jeu vidéo en ligne World of Warcraft. En fait, ça vient c'est dans la langue des elfes de sang, qui est une race dans ce jeu vidéo, donc sur un thème médiéval fantastique. Et les elfes de sang utilisent ce mot Belloré pour désigner lumière, soleil. Et vu que je fais une musique qui est censée être assez extrême, assez sombre, qui est le black metal, mais où j'apporte vraiment des touches très orchestrales et très lumineuses, en fait, du coup, je trouvais le mot assez adéquat et assez simple à retenir en fait aussi. Donc voilà. D'ailleurs, ton logo, si on peut dire, est un soleil, ce qui contraste un petit peu. Mais rejoint. Oui, voilà, et puis voilà, le logo en lui-même est assez lisible. Ça, c'est moi qui l'ai voulu pour que les gens qui ne connaissent pas le groupe puissent déjà voir sur une affiche ou compagnie, puissent dire bon voilà, il y a ce groupe-là, c'est Belloré ou Bellor, enfin comme beaucoup de Français le prononcent comme ça. Mais du coup, ouais, je voulais qu'il soit lisible, et effectivement, il y a beaucoup de verdure, et à côté de ça, j'ai fait faire par le même artiste qui a fait le logo un symbole vraiment qui est un soleil assez doré, qui est assez atypique et assez joli. Il fait effectivement qui contraste avec les univers généralement dans le black metal qui sont plutôt froids, plutôt sombres, plutôt solitaires, parce que c'est une musique qui vient dans le fin 80, début 90 de pays nordiques. Donc c'est quelque chose quand même d'assez un univers assez brutal et assez froid de base, mais bon, en 30 ans, il a pu se décliner sous plein de formes, dont celle-là que j'utilise un petit peu plus. Ouais, effectivement, c'est une musique, comme tu disais, épique, donc avec ce côté grandiloquent et très mélodique, qu'on retrouve aussi au niveau de ton univers ou l'or, voilà, selon le terme. Qu'est-ce qui te l'a inspiré, cet univers qui, bon, moi, m'a fait penser à quelqu'un directement. On va pas commencer à le nommer tout de suite, je vais te laisser... Alors, est-ce que ça commence par un T et finit par un Holkien? Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, oui, enfin, j'ai effectivement en fait, pas tant que ça, parce que l'univers du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et tout l'univers assez grand de Tolkien, en fait, m'a inspiré en partie, mais de base, c'est plus en fait l'univers et tout le lore de World of Warcraft, vraiment. C'est des livres qui ont été écrits en fait
en parallèle de l'univers du jeu, comme du lore, du coup, comme une extension du jeu pour développer des personnages, pour développer des histoires. Et en fait, c'est un univers qui est très très riche et qui forcément utilise tous les codes du médiéval fantastique et de la fantasy qui existe, hein, ça ne révolutionne rien, mais le fait de pouvoir jouer à ces jeux-là, à être soi-même acteur et personnage, de créer un passage, de créer sa propre histoire avec des dizaines, des centaines d'heures de jeu sur plusieurs années, et à côté de ça de développer tout l'aspect un peu imaginaire sur des parties qu'on ne peut pas jouer mais qui sont écrites. En fait, j'ai toujours trouvé que c'était un bon compromis, et ça m'a inspiré un petit peu ça. Mais déjà le nom et le côté assez épique, mais effectivement après en termes d'inspiration, il y a l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, et d'autres aussi univers un peu plus sombres comme du H.P. Lovecraft, hein. Voilà, des univers un peu plus dark comme ça, quoi. Et même un peu plus récemment, je me suis mis dans la lecture de Steven Erikson, c'est les livres malaséens du Glorieux Défunt. Enfin, c'est des tomes énormissimes c'est du médiéval fantastique, avec le premier tome fait quasiment 1000 pages, je sais plus, entre 900 et 1000 pages, et plus ça avance, plus ça passe à du 4000 ou 5000 pages par tome. Il y en a 7. C'est des pavés, hein. Mais du coup, c'est très intéressant. Ça utilise un peu tous les codes qu'on peut retrouver dans le style, mais avec un côté un peu plus cru, un peu plus violent. Et j'aime bien jouer un peu avec ça dans mon univers, dans les paroles ou dans les histoires que je crée à côté, d'avoir un côté très beau, très très épique, mais à la fois ne pas lésiner sur le côté assez brutal puis réaliste qui peut, que des fois sont un peu zappés dans certaines histoires de fantasy, où ça se voit un peu trop happy ending et c'est compagnie, même si ma musique est assez belle à écouter, on peut assez facilement se laisser transporter et se relaxer. En fait, il y a quand même des parties que j'ai voulu un peu plus sombres pour avoir ce contraste-là. En fait, ce que j'aime dans la musique ou dans la littérature, pour moi, ce qui définit un bon titre, une belle musique, un bon film ou un bon livre, c'est cette notion de contraste, justement d'avoir vraiment un peu toutes les ambiances qui s'équilibrent et qui donnent un peu plus d'importance à l'une ou à l'autre. Et justement, quel est le process d'écriture d'une chanson, plus spécifiquement des paroles? À quel moment, en fait, est-ce que tout cet univers va t'imprégner et tu vas le retranscrire et enrichir ton propre univers, un petit peu comme un genre de cycle créatif comme ça? Je précise que à côté de la musique, j'ai créé du coup vraiment tout un univers médiéval fantastique, donc avec une carte qui est en cours de finition. Du coup, c'est tout un territoire, c'est avec des grandes cités, des personnages. J'ai à peu près 1000 ans d'histoire en gros écrit, pas tout détaillé, mais bon, j'ai une grande trame sur 1000 ans. Puis j'ai déjà des idées pour beaucoup d'événements qui arriveront. Et du coup, en fait, j'ai commencé déjà sur le premier album. J'avais un peu des flashs en tête de zones, de paysages. En fait, quand je compose la musique, pour moi, la musique doit rester l'élément principal. S'il faut pas que la musique soit influencée par mon histoire, par mon lore, parce que la plupart des auditeurs s'y viennent, pour la musique, et pour moi, c'est l'objectif premier. Mais du coup, je compose ma musique, et quand ma musique est finie, j'essaye d'imaginer, je vois toutes les images, tous les flashs qui viennent, en fait, quand je compose les ambiances des lieux, justement, voilà, des univers, des moments, peut-être des actions ou différentes races que j'ai dans ça peut coller à telle et telle race, hein, dans mon univers, et du coup, à partir de là, je vais faire le focus sur cet aspect-là, et après, du coup, je vais me concentrer sur ça et voir un peu dans mon histoire ce qui irait bien, si j'ai envie de raconter un certain passage, un certain moment que j'ai déjà écrit quelque part, et du coup, ça collerait bien. Du coup, je vais me focus sur ce moment-là et le développer encore plus, parce que j'ai peut-être mis 2-3 lignes sur un événement sur mon carnet de notes et que j'ai pas développé plus, mais je l'ai en tête, hein, et du coup j'ai profité de cette musique-là pour développer plus de lore, hein, plus de choses autour, comme j'ai fait notamment pour le deuxième album.
Et soit effectivement là pour le dernier album, pour le troisième album qui est en cours de mixage, j'ai essayé de suivre une trame un peu plus logique, enfin un peu plus temporelle, on va dire, avec des éléments qui se suivent plus et qui font vraiment suite à la fin du deuxième album, parce que en même temps que j'écris les musiques et les paroles, il y a tout le lore qui se développe et qui s'enrichit. Et là, maintenant, au bout de, du coup, de 2 ans et demi, là, ça fait que 2 ans et demi que j'écris vraiment le lore, 2 ans et demi, 3 ans. Et là, ça commence vraiment à prendre forme, ça c'est avec les personnages et tout. Donc là, maintenant, je sais exactement précisément comment et quoi raconter dans quel ordre chronologique. Au premier album, c'était beaucoup plus flou, beaucoup plus abstrait, et dans les paroles, je décrivais juste des lieux, des événements, sans nommer les personnages, sans nommer vraiment les trucs, mais je savais déjà en tête à quoi ça allait tendre. Et effectivement, il y a des histoires dans mon lore qui sont pas encore apparues dans le troisième album, mais qui apparaîtront plus tard, mais qui ont déjà été racontées dans le premier, en fait. Et ce lore, quelque part, est-ce qu'il ne te sert que, alors je me mets entre guillemets, hein, mais que à nourrir ton groupe, ton écriture, ta musique, etc., écriture de paroles, écriture de composition, ou est-ce que tu envisages de le publier ou d'en faire vraiment un livre, que ça peut être de la fiction, ça peut être une promenade documentée, enfin, de le donner à voir concrètement? Du coup, c'est vrai que j'aimerais bien à terme déjà. J'ai commencé un peu sur les réseaux sociaux. Je crois sur les 3 premiers titres de mon deuxième album à faire des sortes de nouvelles très courtes, en fait, qui mettent un peu en contexte, à écrire ça sous forme de nouvelles très courtes, à mettre en contexte le titre en français et en anglais, du coup, parce que j'ai quand même une majorité de publics étrangers. Et du coup, j'ai commencé un peu ça, à voir si ça plaisait, si ça intéressait les gens. Et effectivement, ça intéresse pas mal. Donc, j'ai bien envie déjà peut-être pour une édition collector d'un album ou une réédition, de sortir des nouvelles courtes, en fait, dans un petit livret. Voilà, et d'accompagner dans une petite box, une box vinyle avec du coup la carte, etc., la musique, puis les nouvelles, pour qui détaillent un peu plus chaque titre déjà, et en sachant que déjà pour le deuxième album, et là je continue pour le troisième, à l'intérieur du livret, il y a une illustration qui correspond à chaque titre. Du coup, il y a une image qui est peinte en digital painting qui pose l'univers du titre avec les paroles pour un peu plus d'immersion. Et du coup, là, c'est pareil. C'est en cours pour le troisième album. Et effectivement, après, plus tard, bon là, je pense qu'il faudrait que j'arrête mon travail en fait pour pouvoir me lancer là-dedans. Mais j'aimerais bien effectivement le développer vraiment sous une forme. Enfin, je sais déjà quel axe et quelle trame je pourrais développer vraiment qui pourrait être intéressant, mais là pour le moment, j'ai pas assez de temps pour me lancer là-dedans, mais c'est dans un coin de la tête, peut-être si un jour j'ai l'occasion, mais je devrais sûrement me faire aider, je pense, par quelques personnes, parce que écrire, moi, c'est pas un truc de base, c'est là pour les paroles et tout, je débute mais complètement, quoi. Donc là, je suis encore à tâtons, je continue d'apprendre en fait sur les process, sur la complexité de l'œuvre, quoi. Donc, mais c'est intéressant. Tu as parlé également de de manière assez détaillée de l'univers visuel. C'est, on peut dire, un pilier de l'univers métal, ce côté très très visuel, très très fort. Comment se passe justement le design, par exemple chez toi, des pochettes, et de ce que tu viens de citer avec ces dessins qui accompagnent les paroles? Est-ce que c'est toi qui donnes les lignes directrices, ou est-ce que tu guides un petit peu des artistes des graphistes, ou comment? Alors du coup, effectivement, j'ai lancé vraiment ce process détaillé à partir du deuxième album, du coup sur le deuxième et là sur le troisième qui est en cours. Et du coup, effectivement, dans le métal, c'est très important. Il y a toujours eu des visuels très forts sur les pochettes ou les différents accessoires. Et moi, de mon côté, j'ai voulu dès le deuxième album un peu me détacher des codes de pochette de black metal. Et trouver un artiste qui fait du digital painting un peu dans un style de concept art de jeux vidéo.
en fait. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup et que je trouve fabuleux. Il y a beaucoup d'artistes, enfin dans vraiment cette niche du black metal atmosphérique et épique. Il y a un peintre, qui est souvent repris, c'est Bierstadt, qui est souvent qui illustre un nombre incalculable d'albums. Donc c'est fin 19e, je crois entre mi et fin 19e si je me souviens bien, et qui illustre des groupes comme Caladan Broad, comme Eldamar, comme ça là, tous les groupes atmosphériques black metal, et qui pour moi c'est super bien. Mais bon, il y a 15 groupes qui ont les mêmes pochettes, donc et ça personnalise pas du tout l'œuvre. Également, ça donne l'ambiance, c'est sûr, mais par exemple pour Caladan Broad, qui eux contrairement à beaucoup d'autres qui tirent leur parole de l'univers du Seigneur des Anneaux puis de Tolkien, eux tirent leur univers justement des livres malaisiens de Steven Erikson que j'ai cité plus tôt. Et du coup, ils auraient pu tendre vers là, donc c'est dommage. Et moi, j'avais un univers déjà que j'avais créé et qui commence à être riche. J'avais voulu mettre en œuvre vraiment une action forte de l'album, et qui parle d'un titre en fait, et qui annonce bien en fait, quand un auditeur vraiment se plonge dans l'album, quand il regarde la cover, que ça l'aide à se mettre dans cet univers un peu magique, un peu féerique. Et du coup, effectivement, j'avais des idées très précises, vraiment très très précises de chaque peinture, de chaque angle, de chaque élément. Et en fait, j'ai travaillé avec un graphiste lyonnais, du coup pour le deuxième album, avec qui on a beaucoup échangé. J'ai fait des gribouillis, j'ai fait des dessins, j'ai fait la composition globale. Lui, a directement compris ce que je voulais. On s'en a échangé sur plein de propositions et tout. Et puis c'est moi qui ai donné toutes les ambiances, couleurs, les ambiances de compo et tout. Et puis après, je laisse l'artiste faire, parce que là c'est plus mon métier. Donc après, il faut laisser aussi la perce. Faut pas être trop directif non plus, pour laisser la personne pouvoir proposer des choses, et surtout voilà, ça va avoir quand même un angle de vue, un point de vue qui est différent. Et que nous, moi j'ai quand même la tête dans le guidon tout le temps sur ce projet, et du coup il faut quand même un œil neuf sur certains points. Donc voilà, c'est à force d'échanges et de propositions qu'on arrive à des résultats comme ça. Oui, puis ça peut enrichir en plus ta propre vision. Clairement, là, en ce moment-là, je bosse du coup c'est ma compagne qui fait du coup son nom d'artiste, c'est Fovea Nivalis, qui fait les peintures du coup pour les livrets du prochain album, du troisième. Effectivement, on s'en parle beaucoup de compos, et tout comme ça, et il y a des zones où je sais pas, je sais pas trop. Du coup, je la laisse faire des propositions, me dire elle comment elle voit certains personnages, certaines ambiances lumineuses. Et enfin là, tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc ça retranscrit vraiment bien les titres qui arriveront sur le prochain album, quoi. Donc effectivement, c'est dans l'échange que ça se fait de mieux. Ouais. Et pour revenir justement, prolonger ces idées d'univers, et revenir en même temps à la littérature, tu cites beaucoup l'univers médiéval fantastique. Est-ce que c'est l'univers principal qui t'a inspiré, en fait depuis toujours? Et tout simplement, pourquoi, qu'est-ce que tu as retrouvé dans cet univers qui t'a parlé au point d'inspirer ton propre projet créatif, avec toutes ces couches que tu viens de citer? Déjà, j'ai toujours été attiré par les châteaux forts, par les vieilles pierres, par cette époque-là, par l'histoire de manière générale. J'ai vraiment un grand fan d'histoire depuis mon début d'adolescence. Donc ça joue, parce que dans d'autres univers, dans d'autres univers littéraire, l'histoire pure et dure, il y a quand même beaucoup de livres qui traitent d'événements ou de périodes
historique, mais le petit côté justement, le petit côté un peu plus féerique et fantasy, un peu cette prise de liberté en fait, et d'apporter des touches qui n'existaient pas, des nouvelles races, des trucs comme ça, des événements un peu plus magiques en fait, dans un cadre où on a quand même des bases un peu historiques, je mets les guillemets dessus, mais en fait on s'inspire quand même de codes historiques sur les châteaux forts, sur les chevaliers, sur certains concepts moraux en fait qu'on va un peu s'approprier puis détourner pour en faire un peu ce qu'on veut par la suite quoi. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a plu même avant de créer Ebeloré. Du coup enfin moi je suis depuis depuis 2009 dans un groupe de black metal qui s'appelle Dark and Old, et où on traite du coup que de thèmes médiévaux. C'est les châteaux, c'est les vieilles pierres, c'est vraiment un peu de, on a un peu de mystique dedans parce qu'on parle, enfin notre emblème c'est la vouivre, donc voilà, on parle un peu de mage puis d'alchimie dedans, donc c'est aussi cette culture, cette référence années 90 du livre dont vous êtes le héros en fait. C'est ce côté-là un peu jeu de rôle et un peu histoire et tous ces codes-là qui se mélangent, qui font que effectivement ça fait des années que je baigne dedans et que j'étais aspergé de plein d'histoires. Donc je pense que c'est pour ça que j'arrive un peu à sortir des trucs à droite à gauche sans forcément copier quelqu'un un peu bêtement quoi. J'allais te demander qu'est-ce que la lecture apporte à ta musique. Je crois qu'en fait tu viens de répondre avec tout ça. Ce sont des éléments en fait qui enrichissent non seulement ton univers, mais par rebond ta création musicale et ton inspiration, non? C'est ça en fait, c'est des situations en fait. Par exemple, quand je lis même les bouquins, je vais pas me risquer à prononcer le nom de l'auteur polonais qui a écrit la série de The Witcher. Ah oui. Oui, voilà. Donc je vois très bien, mais oui, non. Voilà, Joker. Mais du coup, effectivement, il y a moi, il y a des trucs vraiment dans des situations par exemple dans ces livres-là de personnages ou de enfin des qui m'indiquent enfin où je peux faire un lien en fait avec moi une autre situation dans mon univers où dire effectivement moi j'avais plus vu ce truc comme ça, mais ce serait peut-être plus intéressant que telle réaction que j'ai lue dans tes livres en fait s'adapte un peu à ce personnage qui est une situation qui est complètement différente, qui n'a rien à voir, mais en fait j'arrive à prendre un élément un peu précis et à faire le lien avec quelque chose qui est plus différent dans mon univers, mais qui pourrait coller de manière un peu bizarre quoi, par divers coché et du coup un peu m'inspirer de ça. C'est enfin voilà pour les influences, je pense. Et les lectures, quelles qu'elles soient, hein, tu as cité les livres dont vous êtes le héros, donc notre génération, on a été nombreux et nombreuses à mettre un pied dans déjà dans l'univers médiéval fantastique éventuellement et dans le jeu de rôle par ces livres-jeux. Quelles sont les lectures qui t'ont marqué, donc tout style confondu, qui t'ont le plus marqué? Qui m'ont le plus marqué, je sais pas. Il y a quelques livres. Alors c'est effectivement quand j'étais ado que j'ai commencé à lire du Lovecraft. Moi il y a le livre sur l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft qui m'a bien marqué parce qu'il y a l'enquête. Et de toute façon, c'est du Lovecraft, hein, c'est assez sombre, hein. Mais l'enquête est vraiment prenante et je me suis souvenu, j'ai dû le lire dans l'été de mes, je sais plus si c'est de mes 15 ans ou de mes 16 ans. Ça, j'ai lu ça à la plage, en fait, en plein soleil et compagnie, et j'arrivais en fait à sentir la froideur du livre et le côté hyper sombre, alors que j'étais, je crois que je devais être sur une plage d'Égypte, je crois, un truc comme ça, vraiment au bord de la mer Rouge, le contraste mais total. Et puis du coup, j'avais vraiment cette inquiétude et limite cette peur à certains passages, alors que j'étais dans un cadre mais idyllique quoi. Donc
effectivement, je pense que ça m'a vraiment marqué. Et un autre livre qui m'a marqué, qui n'a rien à voir, c'est pas du tout du fantasy que j'ai lu un peu plus tard, qui était pas dans mes habitudes de lecture, c'est L'étranger de Camus. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai eu du mal à me mettre dedans sur le récit, sur le style d'écriture. Au début, les premiers chapitres, j'ai eu un peu du mal à me mettre dans le style d'écriture. Mais plus on s'accroche au personnage, plus on rentre dedans, plus on se fait à la au style d'écriture, plus on est y émergé jusqu'au drame, justement, jusqu'à l'assassinat et après tout ce qui en découle. Et c'est après, effectivement, on arrive vraiment à rentrer dans ce chamboulement de vie, dans tous ces événements qui surgissent à droite, à gauche. Et tu sais, du coup, ça m'a bien intéressé. J'ai un peu fait des premières analyses de lecture, enfin, sur ce bouquin-là et tout. J'ai trouvé très intéressant, quoi. Et ouais, il y a ces livres-là qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Et si tu devais emporter 3 livres sur une île déserte, lesquels choisirais-tu? 3 livres, du coup, je pense, j'hésite déjà à prendre peut-être ces 2-là parce qu'ils m'ont vraiment marqué. Après, il y aurait bien sûr, parce que du coup, sur une île déserte, j'aurais bien le temps de lire. Donc, on va prendre la trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein. On va pas. Quand même. Quand même. Hein. Voilà, ça reste quand même un livre qui m'a marqué. C'est quand même très riche, même si je fais partie, enfin, j'ai pas honte de le dire, hein, de ces personnes qui ont lu les bouquins après les films. Mais du coup, ça a apporté quand même un bon nouveau regard sur les films et l'adaptation cinématographique. Et c'est du coup, j'ai revu la trilogie. Je me suis fait un marathon direct après, à la fin du livre, et j'ai hurlé plus d'une fois, quoi, sur Peter Jackson. Alors oui. avant, voilà, c'est génialissime. Et c'est là, quand j'ai vu les deux tours, je me suis fait une série de facepalm, mais assez grandiose, quoi. Mais bon, ça va quand même. C'était parce que j'étais un peu à chaud. Oui, sinon après, effectivement, j'ai pas non plus une énorme culture littéraire. Voilà, par les livres malaisiens. Le deuxième livre de Witcher. Alors ça, c'est assez précis parce que vu que c'est une série de 7 livres, je crois 7. Oui, je crois que c'est 7. C'est 7. Plusieurs milliers, au total, plusieurs milliers de pages aussi. C'est une saga, quoi, quasiment. Oui, c'est ça, ouais. C'est une saga, qui commence très bizarrement parce que le premier livre et demi, c'est juste comme une série de quêtes. En fait, c'est une série de petits événements qui ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est très haché. Et du coup, en fait, on a un peu de mal à se mettre dedans, mais que ça commence à mettre en place les personnages. On commence à avoir des récurrences de personnages jusqu'à la moitié, justement, du livre 2. Où il y a des passages qui commencent à devenir très récurrents. Et là, il y a le début vraiment de l'histoire et de toute la trame qui va avoir jusqu'à la fin, qui commence à se mettre en place. Et du coup, là, tous les personnages qu'on a vu un peu à droite à gauche de manière totalement hachée sur le premier bouquin réapparaissent. Il n'y a pas besoin de les présenter. Il n'y a pas besoin de trucs parce qu'on a déjà vécu des histoires avec eux. Et du coup, je trouve, c'est un peu dur à se mettre dedans, mais c'est quand même bien fait. Et je pense que c'est ce livre 2 qui fait la bascule. Et quand tu piges ce point de bascule là il y a tout qui s'ouvre, quoi. Donc oui, c'est voilà. Quoi. Ouais, voilà. Et c'est ce que tu lis en ce moment ou tu lis autre chose? En ce moment, ouais, j'ai pas fini là de le Witcher. J'essaye de vraiment finir aussi. Ensuite, le Silmarillion aussi, parce que je l'ai jamais fini complètement, quoi. Donc il y a toujours des trucs, mais j'essaye de changer le Silmarillion, qui est un bouquin qui m'aide pas mal, en fait, pour tout le descriptif, en fait, de la manière, c'est des choses à ne pas faire. Ah oui, parce qu'il est surtout ça. Il est illisible, ce livre. C'est le livre de Tolkien, peut-être le très compliqué. Ouais. Le plus inaccessible, en même temps le plus important, puisqu'il pose tout le monde qu'on retrouve par la suite, mais en même temps il est pire qu'un livre d'histoire pour moi. C'est bon.
Voilà, c'est ça. Et justement, quand tu me demandais aussi, voilà, ce qui m'inspire dans les lectures, moi, je prends aussi les choses que je ne veux pas, en fait. Et quand je vois des éléments de trucs de lecture qui me plaisent pas du tout, que je trouve beaucoup trop lourds ou trop complexes, en fait, ça, je le garde pour éviter de reproduire ça. Voilà. Et notamment, voilà, Tolkien, quand il décrit sur 6 pages tous les fleuves qui descendent le truc, qui traversent les zones et tout, on n'a aucun repère. On n'a aucun repère. On est sur la vraiment carte, zéro repère. en train d'essayer. C'est ça, et on switch en fait à essayer de te trouver à droite gauche et on est perdu et ça nous sort complètement du truc. Et ça, surtout, ça n'apporte rien au récit. C'est ça, effectivement. C'est un peu, c'est très théorique, on va dire. Voilà, c'est ça. Eh ben, je te remercie pour cet échange. Je mettrai dans la description, etc., évidemment, les liens vers tes différents Bandcamp, comptes, etc. Et merci. Merci pour cette promenade médiévale fantastique épique.